Bonjour, je suis Éric Anceau, j'enseigne à Sorbonne Université l'histoire politique et sociale de la France et de l'Europe contemporaine. Je suis un spécialiste de l'État, des pouvoirs, des élites et de leur rapport avec le peuple. Et j'ai publié en janvier 2022 un livre qui est ici, qui s'appelle Laïcité, un principe, de l'Antiquité au temps présent, chez Passé Composé, et que je suis venu vous présenter pour Front Populaire. La laïcité est un principe qui s'inscrit dans l'histoire très longue et qui n'est pas spécifique à la France, qui concerne de très nombreux pays dans le monde. Et c'est pourquoi on ne peut pas proposer une définition précise et courte. Il y a trois idées fondamentales derrière cette laïcité. La première idée, c'est le refus de voir le pouvoir, mais également la société assujettie par une religion quelle qu'elle soit, mais en contrepartie, eh bien, que les religions dépendent de façon absolue du pouvoir. Ça, c'est la première grande idée. La deuxième idée qui se trouve derrière la laïcité, qui porte véritablement cette laïcité, c'est que tous doivent bénéficier de la liberté de conscience, mais également de la liberté des cultes, dans le respect, bien évidemment, de l'ordre public. Et la troisième idée, c'est que tous les sujets ou tous les citoyens d'un État doivent pouvoir également bénéficier des mêmes lois, qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas. Les pères fondateurs de la République, qui ont nom par exemple Jules Ferry, Jules Favre, Jules Simon et quelques autres, n'étaient pas forcément favorables à la séparation des églises et de l'État. Ils avaient vécu dans le cadre du Concordat napoléonien de 1800 et 1801, et ils estimaient que l'État devait garder un contrôle, une forme de contrôle sur l'Église catholique, car ils s'en méfiaient très fortement. C'est donc une laïcité différente qui existait au début de la Troisième République. Et j'en veux pour preuve que dans les années 1880, lorsque Jules Ferry fait voter ses grandes lois sur l'école de la République, qui rendent cette école primaire laïque, gratuite et obligatoire, il considère, au terme de cette séquence, 1880, 1885, 86 pour faire simple, que nous sommes arrivés au terme de la laïcité républicaine. Simplement, des difficultés qui interviendront après, Jules Ferry lui-même est mort en 1893, feront que d'autres républicains voudront aller plus loin et à partir de 1903, 1904, 1905, mettre en place cette fameuse loi de séparation des églises et de l'État qui sera finalement votée en décembre 1905. Alors, elle est aujourd'hui, elle constitue indéniablement un pilier de notre laïcité. Mais, à l'intérieur de la loi, je m'empresse de l'ajouter, vous ne retrouvez pas le terme de laïcité, il n'est pas employé, de même que l'adjectif laïque. Pour retrouver ces termes dans des textes de loi, dans des textes constitutionnels, il faudra attendre la constitution de la 4e République en 1946, puis celle de la 5e République en 1958. Il existe beaucoup de laïcités dans le monde, certaines qui ont précédé la laïcité républicaine française, d'autres qui lui sont postérieures. On pensera par exemple à la laïcité américaine. On oublie, parce que le président des États-Unis d'Amérique prête serment sur la Bible, qu'il y a une laïcité dans la République des États-Unis. Il y a une laïcité également au Canada, mais vous avez également une laïcité en Inde, l'Inde de Gandhi, l'Inde indépendante d'après 1945. Vous avez une laïcité au Portugal, dans la Turquie de Mustafa Kemal Atatürk. La laïcité française, la laïcité républicaine à la française, est une laïcité particulière, une laïcité peut-être plus ferme et plus intransigeante, et cela s'explique par notre histoire, une histoire très tumultueuse, une histoire très douloureuse, et en particulier en raison des guerres de religion, qui sont des guerres en fait politico-religieuses du XVIe siècle qui ont opposé les catholiques et les protestants et qui ont fait énormément de morts. Nous sommes en ce moment même, en 2022, dans le 450e anniversaire de la Saint-Barthélemy, du massacre de la Saint-Barthélemy, où les protestants ont été massacrés par les catholiques dans la ville de Paris et dans d'autres villes. Donc cette histoire très douloureuse, la part que prennent les philosophes français aux Lumières, au XVIIIe siècle, puis la Révolution française et le conflit entre deux Frances, là aussi très tendu, entre la France catholique et les républicains, ceux qu'on commencera à appeler les progressistes au XIXe siècle, explique la tonalité très très particulière de notre laïcité et ce qui fait aujourd'hui son originalité, c'est vrai, dans le monde.
Henri Péniard-Ruiz et Jean Bobéro sont deux spécialistes éminents de la laïcité française qu'ils connaissent bien. L'un, Henri Péniard-Ruiz, est un philosophe, Jean Bobéro est un sociologue, mais je dirais que l'un et l'autre, au-delà de leur connaissance de la laïcité, eh bien, ont tendance parfois à l'instrumentaliser de manière à la faire entrer dans leur cadre de pensée, dans leur cadre idéologique. Les deux partent de la loi de 1905 qu'ils mettent un petit peu sur un piédestal. Henri Péniard-Ruiz, car il considère qu'en fait, il n'y a pas véritablement de laïcité en France avant la République, avant la Révolution française d'une part, et puis avant cette fameuse loi de 1905 d'autre part. Or, il y a des jalons de la laïcité française antérieure, et comme je le disais tout à l'heure, on peut considérer que la loi de 1905 a été un avatar possible d'évolution de la laïcité française, mais tout aurait pu s'arrêter dans le cadre du Concordat. Et ça, il a tendance peut-être à le nier. Pour lui, le Concordat n'est pas un seuil de laïcité. En revanche, pour Jean Bobéro, qui lui a une vision peut-être, je dirais, davantage historique de temps long, il y a divers seuils de laïcité, les Lumières et le Concordat de 1800-1801, est l'un de ces seuils de laïcité. Mais en revanche, pour Jean Bobéro, eh bien, 1905 marque en quelque sorte le terme de la laïcité française, et c'est une laïcité adjectivale qu'il propose, une laïcité ouverte. Il estime que la loi de 1905, et il n'a pas tort, est une loi libérale. Et de fait, Aristide Briand, son rapporteur, son principal auteur à la loi de 1905, la présente comme telle. Simplement, ce que Jean Bobéro omet peut-être d'ajouter, c'est que pour Aristide Briand, l'histoire n'est pas figée avec sa loi de 1905. Et Aristide Briand estimait, il l'a dit à de plusieurs reprises d'ailleurs, que s'il fallait la faire évoluer dans un sens plus favorable à l'État, où l'ordre public aurait une place plus grande, eh bien, il faudrait le faire. Je m'empresse d'ajouter d'ailleurs que dès les années suivantes, dès les années 1906-1908, cette loi de 1905 a été modifiée par Briand lui-même, justement parce que tout n'avait pas été prévu dans la loi de 1905. Il existe des disparités dans le territoire français, des départements qui bénéficient d'un régime dérogatoire à la loi de séparation des églises et de l'État. Notons d'ailleurs que dès l'origine, c'était le cas. Alors prenons quelques exemples. La Guyane, qui vit toujours sous les mesures prises à l'époque de la Restauration, sous le roi Charles X, en 1828, qui y établissent une place officielle pour les cultes. Alors à l'origine, c'était le culte catholique, et puis progressivement, sous la Troisième République, les choses se sont ouvertes aux autres cultes qui bénéficient des mêmes prérogatives que le culte catholique. Le deuxième exemple, beaucoup plus près de nous, c'est bien évidemment le département de Mayotte, lorsque Mayotte a été départementalisée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, donc c'était en 2011. Et Mayotte, la religion dominante à Mayotte est l'islam. L'islam est archi-dominant, et donc elle bénéficie de prérogatives, de passe-droit qui n'entrent pas dans le cadre de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Par exemple, les juges traditionnels, les juges musulmans, qui sont les cadis, eh bien, continuent d'officier à Mayotte. Et puis, même si à terme, il est prévu, bien évidemment, de ne plus recourir à ces mariages, mais la mesure n'a pas été prise de façon rétroactive pour les casser, eh bien, la polygamie est encore de mise à Mayotte. Donc, vous voyez, il y a des dérogations. La principale des dérogations concerne des départements de la France métropolitaine, à savoir les deux départements alsaciens du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et le département de la Moselle. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que lorsque la loi de 1905 a été débattue, puis adoptée, promulguée, donc les départements n'étaient plus français, ils avaient été arrachés à la mère patrie par l'Allemagne, par la défaite de 1870-71, par le traité de Francfort. Et lorsque ces trois départements ont fait retour à la France en 1919, eh bien, ils ont voulu conserver le régime concordataire. Alors il y a eu débat. La chambre Bleu Horizon, qui était une chambre de droite, a plutôt été dans le sens
voulu par ces départements. Mais en 1924 est arrivée au pouvoir une coalition de gauche qu'on appelait le cartel des gauches, et il a voulu faire rentrer dans le droit commun les 3 départements qui avaient fait retour à la France, au nom du fait que la République est une et indivisible. Il y a eu de très grandes manifestations organisées dans ces départements, mais également à travers la France entière par les catholiques. Et ces 3 départements ont conservé leur régime dérogatoire. Alors Henri Péniard-Ruiz, que nous évoquions tout à l'heure, mais également certaines forces politiques, en particulier à gauche, et je pense à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, souhaiteraient faire rentrer ces départements, donc la Guyane, Mayotte, mais également l'Alsace et la Moselle, eh bien, dans le régime de droit commun de la loi de séparation des Églises et de l'État. Alors il y a un retournement historique absolument incroyable qui a trait à la laïcité, à l'histoire de la laïcité, puisque la laïcité, elle est née, on l'a un petit peu dit, à gauche. Hein. Les pères de la laïcité républicaine sont des hommes qui se trouvent à la gauche de l'échiquier politique. Édouard Vaillant, par exemple, qui, au moment de la Commune, était le délégué de la Commune à l'école, avait posé en 1871 les jalons d'une laïcité extrêmement ferme. Et Édouard Vaillant participe encore au débat d'ailleurs de la loi de 1905. René Viviani, le socialiste, eh bien, disait « Nous allons achever d'éteindre les étoiles qui brillent au ciel », sous-entendu « Nous allons mettre un terme aux religions en France et la laïcité de combat va nous permettre de le faire ». Et puis les choses se sont apaisées pendant quasi un siècle. Il y a bien eu autour de l'école de la République à la fois des combats autour de la loi Debré en 1959-1960, puis autour du projet de loi Savary après l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir en 1980, où le même jeu politique s'est rejoué, donc la gauche défendant la laïcité, la droite soit la combattant, soit voulant une forme beaucoup plus modérée de cette laïcité. Et tout a basculé en fait dans le courant des années 80 avec l'émergence en France d'une nouvelle religion qui jusque-là n'était pas présente en France métropolitaine. Elle était présente dans l'Algérie, du temps où l'Algérie était française, elle était présente dans les Outre-mer, elle ne l'était pas tant que ça, en fait, en France métropolitaine. Je fais bien évidemment allusion à l'islam. Un certain nombre de penseurs, d'intellectuels, dès la révolution islamique en Iran, ces penseurs sont souvent d'obédience trotskiste. Hein, on pense à l'organisation internationale justement communiste, donc les trotskistes. On pensera à des penseurs comme Lévinas ou encore Jean-Paul Sartre ou encore Michel Foucault font dans les musulmans les nouveaux damnés de la terre. Et en fait, il se rend compte que le monde ouvrier est en chute libre, il y a de moins en moins d'ouvriers en usine, et il va falloir remplacer en fait ce prolétariat par des nouveaux damnés de la terre qui pourront être le levain, les leviers d'une future révolution. Et donc, il y a une alliance objective qui se noue, et très souvent, alors je ne dis pas que tous les hommes de gauche, bien évidemment, basculent dans une position hostile à la laïcité, mais la laïcité républicaine est abandonnée par un très très grand nombre d'hommes de gauche, justement au nom de cette alliance objective avec l'islam. Et l'espace vide laissé par la gauche va être occupé eh bien, par la droite, voire par une droite radicale. Alors c'est très très net avec le Front National Nouvelle Manière, celui de Marine Le Pen, lorsqu'elle succède à son père au début des années 2010, puisqu'elle devient, et ça pose un réel souci à la gauche, hein, cette affaire-là, elle devient la grande partisane de la laïcité républicaine historique. À droite, d'autres enfourchent ce cheval de bataille de la laïcité, mais en plaçant le curseur de façon un petit peu différente. On retrouve cela, par exemple, dans une partie de l'aile droite des Républicains, de la droite forte ou de la droite populaire. Et puis on retrouve ça aujourd'hui dans le cadre de la campagne présidentielle de 2022 avec eh bien, Éric Zemmour, comme on l'avait vu d'ailleurs avec la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, puisque ce sont des grands défenseurs de ce qu'ils appellent l'identité française. Et dans l'identité française, pour eux, il y a bien évidemment la religion catholique. Et donc il y a une
dissymétrie qui s'opère parce que toutes les religions, pour eux et pour elles, ne sont pas égales. La religion catholique bénéficie d'une prééminence historique par rapport à l'islam plus tard venu et qui remettrait d'une certaine façon, c'est ce qu'ils disent, en péril l'identité de la France. Donc c'est une laïcité, vous le voyez, assez différente de celle de Marine Le Pen. On peut être positionné sur l'échiquier politique au même endroit et pourtant avoir une conception de la laïcité différente. Il y a encore à gauche ce qu'on appelle la gauche républicaine, hein, des gens qui sont partisans de la laïcité historique. Le pacte de discrétion qu'évoquent parfois certains philosophes, qu'évoquent également parfois certains juristes, on pensera à Jean-Éric Chotel, le secrétaire général, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, vient de son histoire personnelle, de son vécu. Lorsque petit enfant, il raconte souvent cette anecdote, au lycée Condorcet, eh bien, il avait l'habitude avec ses camarades de mettre sa croix pectorale catholique eh bien, sous son pull pour ne pas offenser les enfants qui étaient d'autres confessions, qui étaient agnostiques ou qui étaient athées. De fait, on voit dans notre histoire que dans les années 1950 et 1960, des curés qu'on pouvait croiser dans la rue en soutane ou bien des religieuses qui étaient encore en cornette vont se mettre progressivement à abandonner dans l'espace public, dans la vie sociale de tous les jours, eh bien, ces habits au profit d'une tenue civile, je dirais. Et ça correspond assez bien avec l'évolution de l'Église catholique telle que la voudra Vatican II, le concile œcuménique Vatican II dans les années 1960. Oui, mais voilà, en dépit de ce que dit Éric Zemmour et de ce que disent certains de ces juristes ou de ces philosophes, rien, absolument rien, dans la loi de 1905 n'évoque ce pacte de discrétion. J'en veux pour preuve qu'il n'est pas interdit de faire des processions religieuses sur la voie publique à la suite de la loi du 9 décembre 1905. Et une anecdote célèbre qui donnera d'ailleurs une jurisprudence du Conseil d'État, c'est lorsque le maire de Sens, alors Sens c'est dans l'Yonne, un département très laïque, hein, très à gauche républicaine, je dirais, va interdire une procession catholique dans les rues de sa ville. Et un abbé, l'abbé Olivier, eh bien, va se pourvoir devant le Conseil d'État, pensant que c'est attentatoire à la loi de 1905, et le Conseil d'État lui donnera raison. Du moment qu'on n'attende pas à l'ordre public, ce qui n'était pas le cas de cette procession, on peut eh bien, manifester sa religion dans cet espace intermédiaire, qu'est l'espace qu'on qualifiera de social. Alors il y a une religion, l'islam, qui était un impensé au moment de la loi 1905 et qui nous pose, c'est vrai, et le Conseil d'État lui-même le reconnaît, eh bien, un certain nombre de problématiques nouvelles. Je crois que pour bien comprendre la teneur de la loi de 1905 et le problème qui nous est posé aujourd'hui, il faut évoquer trois sphères. Vous avez deux sphères dans lesquelles il n'y a absolument aucun problème, je crois, aujourd'hui, et tout le monde en conviendra, et puis une sphère intermédiaire qui, elle, est celle où se posent les problèmes. La première sphère, c'est la sphère privée. Et tout le monde convient aujourd'hui que dans le fort intérieur ou bien dans les lieux de culte, eh bien, l'État, sauf bien évidemment si il y a attentat qui se prépare, n'a absolument pas à regarder. C'est le domaine privé, le domaine de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Vous avez par ailleurs la sphère qu'on qualifiera de la sphère publique ou administrative. Ce sont par exemple bien les guichets publics, la poste, etc. Où là, bien évidemment, l'usager peut se présenter dans des tenues qui vont être des tenues représentatives de leur religion. On pensera pour l'islam, par exemple, au voile léger, qui est le hijab, et ça ne pose pas problème. Mais en revanche, l'agent public, lui, est tenu à la discrétion la plus absolue et ne doit pas arborer
de signes religieux, quels qu'ils soient. Et là, je pense que tout le monde en est absolument d'accord. Et puis, il y a une troisième sphère qu'on qualifiera eh bien, de la sphère sociale, où là, on est dans une zone grise, comme l'appelle ma collègue historienne du droit et juriste Gwenaëlle Calvez. Et c'est là qu'il y a un véritable problème, puisque là, on est dans le flou, et même, je dirais, dans le flou le plus complet, à tel point qu'on peut avoir une jurisprudence du Conseil d'État parfois contradictoire. On voit intervenir la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, mais les tribunaux français également émettent des jugements qui peuvent être contradictoires les uns avec les autres. Et c'est là où les pouvoirs publics ont à légiférer pour, je dirais, essayer de clarifier les choses. Il y a une affaire célèbre dans les années 2000 et au début des années 2010 qui le montre très bien, puisqu'on était dans le flou. C'est l'affaire de la crèche Babylou, où, selon la juridiction devant laquelle eh bien, on avait des jugements qui étaient totalement contradictoires les uns par rapport aux autres. Le Conseil d'État a une lecture jurisprudentielle assez libérale, mais assez juste en fait, hein, de la loi de 1905. Il a cependant pris conscience au cours des 15 ou 20 dernières années qu'il y a une forme d'instrumentalisation par certains musulmans de leur propre religion. C'est ce qu'il est convenu d'appeler l'islam radical. Et dans un rapport très important qu'a remis le Conseil d'État en 2018, il prend acte du fait que les fondamentalismes, au premier rang desquels l'islam radical, nécessitent de clarifier les choses par rapport justement à la sphère intermédiaire que j'évoquais, la sphère sociale. Et il demande presque aux législateurs, il demande presque au pouvoir public eh bien, de modifier, je dirais, les choses pour les clarifier, pour qu'ils puissent se prononcer en tout état de cause. Alors la laïcité française est très mal comprise. Elle est mal comprise dans le monde anglo-saxon, les pays anglo-saxons ont une forme de laïcité différente de la nôtre, qui reconnaît les communautés et qui a tendance à protéger les religions par rapport à l'État. Or, comme je le disais dans la définition initiale, nous protégeons davantage l'État et la société des éventuels empiètements des religions, mais également des idéologies. Et tout cela n'est pas forcément compris par l'ensemble des croyants, et en particulier parce que certains croyants ont tendance à instrumentaliser leur propre communauté. Et là, ça nous renvoie eh bien, aux fondamentalistes musulmans qui parfois vont se servir de la laïcité comme d'un levier eh bien, pour agiter, je dirais, la communauté musulmane. La laïcité est tout sauf quelque chose de contraignant, de dur pour les religions, ou même, je dirais même, une nouvelle forme de religion. La laïcité française n'est pas un athéisme. On peut rappeler les deux principes fondamentaux, les deux articles principiels de la loi de 1905. L'article premier qui garantit la liberté de conscience et la liberté de culte dans le cadre du respect de l'ordre républicain, et l'article 2 qui dit que la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte. Et là-dedans, vous avez le principe de neutralité. Et le principe de neutralité, en 2010, a été constitutionnalisé, de même que la laïcité en 1995, dans le cadre d'une loi constitutionnelle, avait été placée vraiment dans le cœur, hein, au sommet, je dirais, de nos principes constitutionnels. Donc, si vous voulez, c'est davantage la neutralité qui est mise en avant, dans la mesure où les religions respectent bien évidemment la République. Alors, il est fort dommage que les petits musulmans enfin pas tous bien évidemment, mais une majorité d'entre eux ne le comprennent pas. Et c'est pourquoi l'école de la République, qui a d'ailleurs toujours joué un rôle fondamental hein, dans la laïcité et dans le vivre en commun, dans ce qui fait nation en France, eh bien, doit s'approprier les choses. De ce point de vue, le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Jean-Michel Blanquer, l'a bien compris, qui lui-même est un grand défenseur de la laïcité et qui a mis en place ces fameux référents laïcité dans les établissements scolaires.
La laïcité, qui paraissait ne plus poser problème, a été relancée en 1989 à partir du moment où justement l'islam est apparu de façon parfois violente sur la scène publique. Alors tout est parti de l'affaire des foulards de Creil. On s'imaginait que c'était un épiphénomène, puis on a vu que dans beaucoup de collèges, de petites filles se mettaient à porter le voile, et que bien souvent, on le sait aujourd'hui, il y avait derrière des pressions familiales, voire des associations, les frères musulmans qui pouvaient être derrière. Et la loi du 15 mars 2004 est venue apporter une réponse au vide juridique qui existait en interdisant eh bien, la présence des signes et des tenues ostentatoires d'une religion dans les écoles primaires, dans les collèges et les lycées. Alors nous avons un recul par rapport à cette loi, puisque nous sommes 18 ans après, et force est de constater que, comme le montrent la plupart des enquêtes sociologiques, les jeunes musulmanes ont bénéficié en fait de cette loi eh bien, pour faire des études, pour s'émanciper de leur milieu familial, et lorsqu'elles sont questionnées dans les enquêtes, elles sont satisfaites. Donc c'est un exemple vraiment typique d'une loi, je dirais, de laïcité qui vient améliorer une situation et combler en fait un vide. Alors il y a eu ensuite la loi d'octobre 2010 sur l'interdiction de cacher son visage dans l'espace public. Alors c'est une loi qui n'est pas une loi de laïcité à proprement parler, mais on comprend bien malgré tout que les affaires religieuses et la laïcité ont à y voir, hein, même si dans les débats c'était l'idée de préserver l'ordre public qui apparaissait véritablement sur l'avant-scène. Et puis surtout, il y a cette loi du 24 août 2021 qui a été votée. C'est une loi très importante, loi qui défend les principes républicains contre toutes les formes de séparatisme, une très grosse loi puisqu'elle comprend plus de 100 articles, et qui vient, on l'a trop peu dit je trouve dans les médias, compléter et modifier, amender sur certains points la loi de 1905. Alors je vous en donne ici quelques exemples très très concrets pour vous le prouver. Elle étend le principe de laïcité eh bien, aux conseils municipaux. Désormais, les membres des conseils municipaux ne doivent plus porter de signes ostentatoires des religions, mais également à toutes les entreprises délégataires de pouvoir public. Et là, on pense aux crèches. Hein. J'évoquais tout à l'heure la crèche Bébilou. L'affaire de la crèche Bébilou ne pourrait plus, en 2022, éclater parce que désormais, il y a la loi du 24 août 2021. Mais également les employés d'aéroports, que sais-je, les conducteurs de la RATP ou les conducteurs de bus, etc., etc. Il y a l'éducation à la laïcité, avec le renforcement de cette éducation eh bien, pour les cadres de l'État. Désormais, tous vont devoir avoir une formation à la laïcité. On commence en particulier très très fort dans l'éducation nationale, avec la création de ce que Jean-Michel Blanquer appelle les missi dominici, un peu comme Charlemagne avait ses propres missi dominici, mais là de la laïcité, hein, plus de 1000 référents laïcité qui sont formés par des universitaires. J'y ai participé d'ailleurs en tant qu'historien. Tout ça a été commencé au CNAM en octobre dernier. Et puis le fait que, par exemple, eh bien, l'enseignement à domicile devient maintenant purement dérogatoire. Hein. C'est l'enseignement de scolarisation qui fait foi. Donc ça, c'est très important. C'est pour lutter contre certaines dérives sectaires ou religieuses qui pourraient arriver. Ça permet à l'État de contrôler mieux les choses. Et puis, le renforcement également de la législation par rapport aux édifices cultuels et aux associations cultuelles, pour voir un petit peu comment tout cela est financé. Donc l'État regarde bien davantage qu'il ne le faisait au lendemain de la loi de 1905. Et je dirais que l'État va même encore plus loin, puisque le quinquennat d'Emmanuel Macron prend fin. Et Emmanuel Macron, c'était la première semaine de février, donc une semaine avant cet entretien que je donne, a mis en place le Forum de l'Islam de France, qui prend la suite du
Comité français des cultes musulmans, qui existait depuis le début des années 2000, qui avait été mis en place par Nicolas Sarkozy, mais qui fonctionnait mal de l'avis unanime, tout simplement parce que derrière ce CFCM se trouvait l'ingérence de puissances étrangères, en particulier des pays comme la Turquie, comme l'Algérie, voire comme les pays du Golfe. Et avec ce forum de l'islam de France, c'est un moyen pour l'État d'avoir un interlocuteur, de se donner un interlocuteur parmi les associations musulmanes et parmi les imams de France, mais également de contrôler davantage les choses et d'espérer voir advenir ce que l'on appelle un islam de France. Alors là, tout ça est prématuré. Nous verrons si la suite de l'histoire donne raison à cette approche.